l'idée maintenant, c'est de vous présenter globalement le projet ProAbiodiv, quels étaient les objectifs, les méthodes de travail, qu'est-ce que ça a produit, pour petit à petit rentrer dans le sujet. Ensuite, on aura une présentation des groupes et à ce moment-là, on pourra avoir un moment d'échange dans la salle. Enfin, avec la salle, pardon. Oui, donc juste donc là sur le projet, donc quelles ont été les... Ouais, allô. Quelles ont été les méthodes de travail, quels résultats? Donc juste deux mots pour faire de la pub pour l'ITAB. Donc c'est l'organisme professionnel national de la recherche et expérimentation en agriculture biologique. Et donc on a trois principaux métiers, qui est la co-construction et la gestion de projet, l'animation et l'expertise, dans le domaine bien sûr de l'agriculture biologique, et puis la valorisation et la diffusion. Donc dans le cadre du projet ProAbiodiv, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'ai le plaisir de le co-animer avec Laurent. Il y avait plusieurs partenaires impliqués. Donc dedans, donc il y avait l'INRA de Toulouse et l'INRA de Moggio. L'INRA de Moggio qui gère d'ailleurs la collection nationale de maïs. Et donc ce qui était intéressant dans le cadre du partenariat, c'était à la fois d'avoir donc des collectifs d'agriculteurs qui gèrent des semences, mais le travail aussi avec le conservatoire. Donc c'est là qui était incarné par Anne Zanetto, qui a suivi le projet, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais avec lequel il y a une vraie collaboration et donc des ponts entre gestion in situ et ex situ. Donc un des collectifs, donc la VEM, Agrobio Périgord, alors je passe vite parce qu'il y aura une présentation derrière, le collectif Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, si c'est pas de bêtises. Donc, ouais, c'est pareil, il y aura une présentation derrière du JCD 64 du collectif, le réseau Semences Paysannes. Et puis, il y a eu des expérimentations, donc là, il y a plusieurs structures qui ont été impliquées à un degré moins, mais qui ont participé de manière donc, aux expérimentations, donc le CISAM Bio Pays Basque, le CISAM Bio des Landes, la plateforme agrobiologique d'Interbio Bretagne, et puis des établissements de formation, donc, qui ont notamment le lycée agricole d'Asparin dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a accueilli des essais en lien avec la Chambre d'agriculture et aussi même au Pays Basque, et puis l'ENFA qui est aussi intervenu plus sur le volet formation. Donc voilà, donc ça nous amène à nos 4 cas d'études. La spécificité, c'était qu'on était sur des espèces allogames. Frédéric tout à l'heure a présenté que suivant les espèces avec lesquelles on travaille, on va avoir des formes d'organisation, des spécificités. Donc là déjà une première spécificité de nos 4 groupes impliqués dans le projet. Donc voilà, autour de 4 groupes. Donc ce qu'on va vous présenter maintenant, et je vais laisser la parole à Laurent, qui va vous revenir sur les objectifs du projet ProAbiodiv et sur la façon dont on a travaillé. Et ensuite, je vous présenterai le type de résultats que ça a produit et puis les quelques enseignements que l'on peut en tirer. Voilà. Tu préfères le micro comme ça, je peux faire. Bonjour, donc je suis Laurent Hazard de l'INRA de Toulouse. Donc en fait, dans le projet ProAbiodiv, on a voulu l'ancrer quand même dans une problématique agricole, qui est avec une hypothèse, donc en fait, qui était d'accroître la diversité végétale cultivée pour augmenter la résilience et l'autonomie des systèmes d'élevage. Donc en fait, les espèces sur lesquelles on a travaillé étaient des fourragères, donc allogames. Et les objectifs que l'on s'est donnés, en fait, c'était pas forcément évident il y a 4 ans d'afficher un certain nombre de mots-clés. Donc on a construit la thématique autour de 2 points et d'une façon de travailler. Donc accroître la pérennité et la résilience des systèmes fourragers en s'appuyant sur la diversité des espèces et des populations adaptées localement. Il faut entendre la sélection participative derrière ça. On avait même parlé de groupe dynamique locale, gestion dynamique locale. L'idée aussi, c'était de travailler sur la dimension, sur l'innovation sociale que constituent ces dispositifs, donc dans la construction de dispositifs de gestion collective de l'agrobiodiversité. Et ça, il faut entendre des maisons de la semence. Et on a travaillé en capitalisant sur les savoirs et les savoir-faire, donc dans une démarche ascendante qui n'est pas encore forcément très développée.
Donc les méthodes de travail, Frédéric l'a présenté, en fait on a une diversité d'acteurs, donc des paysans, des collectifs de paysans, des animateurs, des chercheurs. Et le projet a été conçu sur, au départ, une demande formulée par Agrobio Périgord, et on s'est réunis autour de cette demande, et on a co-construit le projet en amont, ce qui est un luxe. On a pris le temps, on a construit, on n'a pas juste pris la plume une semaine avant pour répondre à... Même si quand même on a speedé sur la fin. En fait, cette méthode de travail, on avait un peu d'avance, on n'est pas peu fiers. Elle préfigure les partenariats européens d'innovation, puisqu'en fait l'Europe fait le constat qu'elle a mis beaucoup d'argent dans des projets de recherche et finalement il y a assez peu de retours en termes d'innovation. Donc maintenant, les appels d'offres visent à amener les acteurs de terrain à travailler avec la recherche. Et finalement, dans la façon dont on a conduit le projet, on s'est appliqué cette règle dans le projet, et donc il est structuré de façon, je dirais, assez classique, par des... Et puis là, voilà, avec des volets ici, vous retrouvez tout ce qui est du domaine je dirais, de la recherche et du développement, un volet de formalisation et de valorisation, mais ce que l'on a... Un peu l'innovation en termes de gestion de projet, c'était de créer une tâche dédiée à l'animation et puis à partager en termes de recherche, formation, développement. Au départ, on l'avait conçu comme étant ceux qui voulaient bien venir pour faire un peu ce travail de pilotage du projet, et puis finalement, il s'est avéré que tout le monde a participé à cette cellule. L'autre chose aussi dans le projet, c'est que je dirais le projet a vraiment décollé à partir du moment où on est rentré dans une phase concrète d'élaboration de quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble pour aboutir. Et en fait, ce quelque chose, ça a été l'ouvrage que vous avez entre les mains. Et on est rentré dans une logique d'écriture collective. Jusqu'au bout du bout, on a essayé de faire tenir ça, y compris contre les auteurs qui voulaient faire émerger des noms. Donc en fait, vous voyez, c'est ouvrage collectif et c'est très dur de faire passer cette idée et de la tenir jusqu'au bout. Et donc on a travaillé, alors là c'est un peu, je ne sais plus si c'est Astérix et Cléopâtre, dans lequel il y a les bouteilles d'encre, les trucs comme ça et tout. Donc là vous avez le détail de 7 ateliers d'écriture. On a été obligé de refaire des entretiens approfondis, d'envoyer des Camille sur le terrain pour préciser des choses. Enfin, c'était vraiment un travail en profondeur avec des méthodes, des ateliers participatifs. Et puis on a travaillé aussi, on a demandé à nos partenaires de terrain de faire des schémas, de ramener des schémas dans l'arène de l'écriture du bouquin, etc. Et puis bien sûr un processus de relecture collective. Et donc les schémas, en fait, eh bien, on s'est aperçu que ça a permis aussi à la fois de formaliser des choses, et puis aux collectifs qui ont fait cet exercice-là, de se poser des questions, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vraiment pris le temps de réaliser ces schémas. Donc sur l'aspect innovation sociale, entre guillemets, la gouvernance, donc il y a des schémas qui ont été faits et qui ont donné lieu à des débats autant dans les collectifs que dans le projet lui-même. Et puis des schémas de sélection. Alors moi, généticien, je pensais que les gens qui faisaient de la sélection participative savaient ce que c'était qu'un schéma de sélection. Et en fait, je me suis aperçu que c'était juste dans la tête des chercheurs, les schémas de sélection, même sur le terrain, ça ne prenait pas forcément son sens. Et en fait, ce qu'on a fait aussi bien Nathalie Quix, qui a un peu managé l'aspect gouvernance et l'analyse de ça, et puis moi-même, en fait, on a eu, je dirais, on n'a pas forcément expliqué ce que c'était et on n'a pas forcément donné des consignes et essayé d'élaborer quelque chose où tout le monde rentre dans le même moule. Et je pense que ça a été vachement bénéfique. Donc en fait, on a une série de schémas que vous retrouvez dans les annexes. On les a mis dans les annexes parce que ça donne à voir la façon dont les collectifs ont pris la chose. Et puis après, à la demande d'Educagri, on a été obligé quand même de faire des schémas qui, eux, soient compréhensibles, etc.